Bonjour Monsieur Wade. Bonjour. J'ai vraiment un grand plaisir de vous recevoir dans Itinéraire Business. Merci beaucoup, c'est le plaisir est partagé. Parce que vous êtes un grand des médias. Financial Afrique que vous avez créé est aujourd'hui une plateforme qui fait référence dans son domaine. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de m'exprimer à travers votre radio panafricaine ici en France. Et c'est pour ça que nous avons tenu absolument à vous entendre. D'une part sur votre parcours personnel et le dernier, un jeune qui a envie de se lancer. Qu'est-ce qu'il peut tirer comme enseignement de votre parcours? D'accord. Voilà. Dites-nous, vous êtes... Je suis le directeur de publication. Le directeur de publication. Ouais. D'accord. Comment êtes-vous arrivé à Financial Afrique? D'accord. Je pense que nous sommes tous le fruit de différents parcours, la somme de nos expériences passées, de nos idées, de nos envies, de nos réussites et de nos échecs. Je suis journaliste depuis 1999 et avant d'être journaliste, j'étais dans une autre vie, dans un autre secteur, donc officier de la marine marchande. Et après avoir navigué pendant 2 ans, je m'étais rendu très vite compte que ce n'était pas fait pour moi et que j'avais d'autres vibrations. C'était le monde de la communication. Mais en tant qu'officier, en tant que capitaine au long cours de la marine marchande. Ah, vous étiez au gouvernement? J'étais plutôt à la passerelle. À la passerelle. Voilà, donc à superviser donc, la conduite d'un navire. Le temps d'encart, et encart c'est 7 heures de temps. Donc c'était ça que je faisais. J'ai démissionné au bout d'un certain temps. Pas vraiment démissionné, en fait je suis parti au bout d'un certain temps faire autre chose. Et cette autre chose, c'est le journalisme et la communication. D'abord par l'expérience sur le terrain, à partir donc des expériences acquises dans le domaine du commerce international. Et en même temps, progressivement, en faisant un master en communication. Et sur le plan professionnel, en évoluant de rédaction en rédaction dans les quotidiens marocains, comme Aujourd'hui le Maroc, qui était à l'époque, en tout cas au début des années 2000, l'un des quotidiens de référence au Maroc. Et j'ai eu à être journaliste dans ce quotidien, puis à être chef de service économique. Et à partir de 2007, j'ai commencé une nouvelle carrière avec un journal panafricain qui s'appelait alors Les Afriques. D'accord. Alors, et là, visiblement, vous êtes vraiment spécialisé dans le journalisme économique. Oui, tout à fait. Et pourquoi ce choix? Alors, ce choix découle de mon intérêt vraiment en tant qu'Africain pour le développement de notre continent. De mes lectures, sachant que moi, j'ai toujours été intéressé par l'économie et la finance. J'ai toujours fréquenté ce monde à travers les acteurs de la bourse de Casablanca à l'époque. Je dirais à la belle époque, c'est-à-dire les après-midi avec les traders, avec des banquiers, les cafés, les terrasses. Donc c'est ça, mon intérêt vient de mes fréquentations, de mes envies aussi. Et je pense que l'économie constitue la question fondamentale aujourd'hui de l'Afrique. L'économie vit comme étant la transformation ou l'instrument de transformation économique et sociale. Donc la vraie motivation derrière cette création de médias spécifiques sur les médias, c'est parce que vous voulez transformer économiquement l'Afrique. Oui, et je dirais que j'étais pas le seul, mais
Par exemple, pour les Afriques, je n'étais pas vraiment un créateur ou un initiateur, mais les initiateurs m'ont appelé très vite à prendre la direction de la rédaction, donc en 2007. Et je suis resté dans ce média jusqu'en 2012. Et c'est à partir de là, avec d'autres partenaires, on a fondé Financial Afrique. Vous avez créé une ligne éditoriale assez spécifique sur Financial Afrique. Quelles ont été... Est-ce que cette ligne éditoriale a évolué ou c'est celle que vous avez toujours eu dès le départ? Alors, dès le départ, on s'est dit on va faire de la finance, c'est-à-dire la banque, l'assurance, les fonds d'investissement, etc. D'où son nom Financial Afrique. D'où le nom, effectivement. Et dès le départ, on s'est rendu compte, ou bien on le savait déjà, que la finance n'est qu'un dérivé de la politique. Absolument. En réalité, la fonction principale qui oriente la finance, ce sont les décisions politiques, ce sont les événements géopolitiques qui font que les taux d'intérêt évoluent à la hausse ou à la baisse. Donc, il serait très présomptueux de faire de la finance sans s'intéresser à la chose politique. À la chose politique. C'est-à-dire, on peut la réduire aux décisions des gouverneurs des grandes banques centrales, américaines par exemple et européennes, Fed, BCE, mais aussi aux décisions des gouverneurs de banques centrales de nos pays respectifs. En l'occurrence, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque centrale du Maroc, Banque Al-Maghrib, etc. Donc toutes ces banques traduisent des décisions politiques et qui sont l'appréciation faite par ces dirigeants sur l'évolution de la conjoncture. Donc on ne peut pas faire de la finance sans s'intéresser à la chose politique. À la chose politique. Vous nous avez édifié sur votre parcours, sur vos motivations, ce qui vous a poussé à créer Financial Afrique. Et qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce contenu de Financial Afrique? Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. Quels sont les principaux défis auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui? Alors, le défi fondamental de l'Afrique, c'est de trouver un avenir pour sa jeunesse, qui représente à peu près 70% de sa population. Je parle des moins de 25 ans. 70%. En Afrique de l'Ouest. Les moins de 25 ans en Afrique de l'Ouest, CEDEAO représente environ 70%. Et si on extrapole, on élargit la CEDEAO à l'échelle africaine, ça ne sera pas moins. Donc le défi fondamental, c'est de trouver un avenir possible pour cette jeunesse, c'est-à-dire un emploi décent. C'est de faire en sorte que les Africains, les citoyens africains, puissent profiter des richesses extraites du sous-sol africain et puissent en jouir. Et en jouir comment? Pas à travers le partage des richesses, mais surtout à travers des infrastructures de base de qualité, à travers des services de base de qualité. Les infrastructures de base, c'est d'abord l'énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, à peu près 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Je trouve que c'est inacceptable. Et c'est dû à quoi? C'est dû aux échecs successifs de nos politiques publiques en la matière. On ne peut pas comprendre, par exemple, qu'un pays comme la RDC, avec les immenses ressources hydriques, avec les ressources minières, n'arrive pas à assurer l'électricité à tous les Congolais. Le deuxième? Alors, c'est le premier défi puisqu'on parle des infrastructures de base. Et la mère des infrastructures de base, c'est l'énergie, c'est l'électricité, puisque sans elle, on ne peut rien faire. Après l'électricité, ce sont les infrastructures routières, ferroviaires, les infrastructures de transport, puisqu'il
une fois qu'on a l'énergie, on peut produire. On peut produire, par exemple, pas mal de choses dans le monde rural ou en ville. Mais une fois qu'on a produit, il faut transporter. Donc il faudrait avoir des infrastructures logistiques de qualité. Donc réduire les coûts logistiques. Et c'est fondamental. On ne peut pas, avec toutes les intentions, toutes les visions du monde, assurer le développement si on n'a pas les infrastructures. Et c'est pourquoi je dis toujours, ce n'est pas croire seulement aux multiplicateurs keynésiens que de le dire, mais la route passe par le développement et le développement passe par la route. Il est indispensable d'avoir les infrastructures les transports. De transport. Et après les transports. Et quand on parle de transport, on parle de route, on parle du ferroviaire, mais aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, on parle de la fibre optique, on parle des infrastructures de télécommunication, on parle de la connectivité, et de la connexion par Internet, etc. Haut débit. Le haut débit. Donc tout ça, c'est indispensable pour assurer une production compétitive. Après les infrastructures de base, il y a les services de base. On aurait dit, en suivant une certaine logique, commencer même par dire le plus important, c'est la santé et l'éducation. C'est vrai, c'est le plus important. Mais la santé et l'éducation ne peuvent se concevoir dans une perspective de long terme qu'à travers la maîtrise justement de l'énergie, la maîtrise des infrastructures de base, parce que ce sont les infrastructures de base qui portent les services de base. L'échec de l'Afrique dans les années, des années 60 à maintenant, c'est à chaque fois de se faire financer ses hôpitaux et ses écoles par l'aide humanitaire internationale ou l'aide internationale. Or, ça, ce sont des visions très court-termistes, puisque si vous implantez une école dans le monde rural où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, cette école ne va pas tenir longtemps. Ne va pas tenir longtemps. J'allais même oublier dans les infrastructures de base, puisque je parlais de l'énergie, mais juste après l'énergie, c'est l'eau. Parce que l'accès à l'eau. C'est l'accès à l'eau. De toute façon, on ne peut pas l'avoir sans l'énergie. Oui. Donc, juste après l'énergie, c'est l'eau. Si vous avez l'électricité, vous avez de l'eau potable, vous avez des routes de qualité, vous avez des services de base de qualité, c'est-à-dire la santé et l'éducation, alors vous allez réaliser la décentralisation sans effort, la déconcentration, puisque ça veut dire qu'on a valorisé tout un territoire. Et si on valorise tout un territoire, que vous habitiez à Goma ou à Kinshasa, à Dakar ou à Djoubel, c'est exactement la même chose, puisque vous avez des infrastructures de qualité, des infrastructures de base. Donc ça va élargir l'activité économique sur l'ensemble de nos territoires. La question quand même, c'est que on concentre quand même beaucoup de développement que vous citez, des services de base, des infrastructures de base, dans les capitales. Comment on peut faire pour que l'équité territoriale soit un peu mieux réalisée en Afrique? Oui, c'est une question fondamentale. Vous savez, la concentration des populations dans la capitale traduit l'échec aussi du développement territorial, de l'aménagement du territoire, de son développement. Les politiques publiques se sont réduites dans nos capitales. Et maintenant, c'est pourquoi les infrastructures vont permettre de donner à tout le territoire une certaine revalorisation et qui va permettre de repeupler nos villages. Vous savez, un village qui a de l'eau potable, qui a de l'électricité, ne va pas connaître un exode rural massif. Un village qui a de l'eau potable, qui a de l'électricité, qui a des hôpitaux et des dispensaires de qualité, et qui a de la connectivité en matière de haut débit Internet. Voilà, en matière d'Internet et haut débit, eh bien là, la jeunesse va pouvoir faire, va pouvoir se créer sa propre insertion. Parce que les jeunes Africains, ce qu'ils veulent, c'est mettre en valeur leurs idées, mettre en valeur leurs projets. Et cela ne peut pas se faire sans ces infrastructures de base. Et la décentralisation découlerait de ces infrastructures de base, puisqu'il ne suffirait pas de le décréter,
ou de le porter par une vision, mais il faudrait que sur le plan des orientations en matière d'investissement, consacrer les infrastructures de base, la descente, comme étant la première étape de la décentralisation. Est-ce que dans ce contexte-là, l'intégration régionale, parce qu'on a beaucoup de processus où on a tenté de faire de l'intégration régionale, malgré les soubresauts qu'on a, par exemple, dans le cadre de la CEDEAO, et avec l'avenir qui est la ZLECAf, est-ce que cette intégration a une chance de réussir déjà et surtout d'apporter un équilibre dans les développements des pôles, des grands pôles, je dirais, démographiques ou en Afrique? Prenez Lagos, Abidjan ou Kenya, à Mombasa ou d'autres, ou même à Kinshasa. Oui, moi je pense que l'intégration commence aussi par des réformes. L'intégration continentale ne pourrait se faire qu'à travers la volonté politique. Aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a pas une vraie volonté politique en Afrique? Si, je pense qu'il y en a, parce que quand même, il y a beaucoup d'évolutions. D'accord. Mais alors, quelles réformes vous préconiserez? Les réformes, c'est vis-à-vis, par exemple, de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, qui est la première étape de l'intégration. Le marché commun est la première étape. Et ce marché commun, il faudrait que tous les pays africains s'engagent à lutter contre les barrières non tarifaires. Parce que là, les pays, la plupart ont ratifié la ZLECAf. Les postes de contrôle, c'est quoi? Les forces de contrôle. Les escortes douanières, qui sont facturées par les importateurs. Oui. Ce sont donc les procédures portières qui ne sont pas encore réformées. Donc tout cela fait que les bénéfices acquis par la négociation sur la baisse des tarifs douaniers sont absorbés rapidement par donc il faut l'augmentation des barrières non tarifaires. Donc la volonté politique ferait que, d'une part, on va parvenir à réduire les barrières et les taxes entre les pays africains, et d'autre part aussi à réduire les procédures qui sont autant de mesures de protection qui ne disent pas leur nom. Mais oui. D'accord. Les institutions financières en Afrique, il y en a. En Afrique de l'Ouest notamment, on a l'UEMOA. À Dakar, on a la BCAO. Et la BOAD à Lomé. Et quel rôle peuvent jouer ces institutions financières dans tout ce que vous voyez se développer en Afrique ou à développer en Afrique? Oui, ce sont des institutions d'intégration dans la mesure où elles couvrent un certain nombre de pays dans leur mission. L'Union économique et monétaire ouest-africaine couvre 8 pays, et 8 pays qui ont mis en connexion leurs épargnes, qui ont mis en connexion leurs excédents et qui ont mis en connexion leurs déficits. Ce qui fait que le marché des capitaux qui a été créé au niveau de l'UEMOA permet aux pays excédentaires de prêter de l'argent aux autres pays déficitaires. Donc c'est un cercle vertueux qui devrait, à mon sens, être élargi au niveau de la CEDEAO, qui est l'autre grande union, mais qui n'a pas d'instrument aussi efficace. Vous savez, pour que l'union puisse avoir lieu et que les populations y croient, il faut que l'union soit bénéfique. Il faut qu'elle donne aux populations et aux décideurs des solutions concrètes au jour le jour. Et là, l'Union économique et monétaire ouest-africaine trouve son efficacité justement dans ce marché des capitaux, mais aussi dans une gestion de la monnaie en commun, le franc CFA en l'occurrence, dans une gestion rigoureuse, avec des règles, avec un contrôle. Donc ce qui fait que c'est une très belle union, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'UEMOA. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. Si je pose la question, c'est parce que
Quand on regarde les pays d'Asie qui ont vraiment émergé et qui étaient à peu près au même niveau de développement que nous dans les années 60, les pays africains, les PME ont joué un rôle essentiel, même si l'État a fait une grosse part. Est-ce que les PME africaines, c'est pour ça que j'ai posé la question des institutions financières, les PME africaines ont les moyens, des ressources bancaires pour pouvoir soutenir des prêts qui soient compatibles avec l'industrialisation? Oui, vous avez parlé de l'Asie. Oui. Je pense qu'un benchmark est toujours utile et comparer l'Asie du Sud-Est, oui, les pays de l'ASEAN, avec les pays africains est très pertinent parce qu'effectivement, dans les années 60, on était pratiquement au même pied d'égalité. Mais qu'est-ce qui fait que 60 ans plus tard, on retrouve un tel gap entre les deux zones? Je dirais, moi, que la première des choses qui distingue ces pays de l'Afrique, c'est d'abord la culture de l'effort et du travail. Et je pense que le confucianisme est à la fois une exhortation à l'effort et en même temps à l'économie. Une exhortation à la production et en même temps à l'épargne. Donc c'est de la mesure. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le marché. Les pays de l'ASEAN sont extrêmement peuplés comparés à l'Afrique. Donc, la troisième raison qui est importante, c'est la volonté politique d'aller ensemble. Les pays de l'ASEAN ont enlevé tous les obstacles au commerce, y compris les obstacles liés aux barrières douanières et les obstacles liées aux barrières non tarifaires qui sont souvent décisives pour qu'il y ait vraiment de l'intégration. Ça, c'est une analyse qu'on entend rarement. Le rapport au travail n'est pas le même qu'entre l'Asiatique et son travail. Je pense qu'en Afrique, nous sommes effectivement généreux dans l'effort, mais nous ne sommes pas aussi économes dans la dépense, contrairement à l'Asiatique qui peut se suffire de ses efforts, là où nous, on a souvent besoin d'un excédent pour combler notre train de vie. Et donc l'économie, la mesure qu'on retrouve chez l'Asiatique n'est pas du tout la même qu'on retrouve chez l'Africain. Et le sens de l'épargne qu'il a n'est pas aussi le nôtre. Et deuxièmement, il y a donc ce marché, la démographie en Asie du Sud-Est n'est pas la même qu'en Afrique, où la densité au kilomètre carré n'excède pas 50 habitants. On a beau dire que l'Afrique est peuplée, elle l'est certainement, mais en comparant les densités, on se dit que l'Afrique est encore un marché qui est qui n'est pas dense. Ça veut dire que le coût d'acquisition d'un consommateur est beaucoup plus cher. Le coût d'acquisition d'un consommateur est très élevé en Afrique. Le coût d'acquisition d'un prospect, le coût d'acquisition d'un consommateur est plus faible. C'est un rayon de 100 km. Là où vous avez par exemple, je compare avec l'Union européenne, vous avez 116 Européens au kilomètre carré contre 42 CEDEAOiens africains de l'Ouest au kilomètre carré. Écoutez, je vais avoir plus de densité, donc ça veut dire que le coût d'acquisition est a priori beaucoup moindre. Sur ce paramètre-là, en faisant abstraction de tous les autres paramètres, on peut dire que l'Africain a un coût structurellement plus élevé puisqu'on est dans des marchés peu denses. Monsieur Ouad, oui. Je suis très agréablement surpris par la théorie que vous venez de développer. Souvent on entend dire que voilà, l'Afrique est riche, et vous me dites là que la richesse du sous-sol, l'entrain, la durée au travail ne suffisent pas du tout à dynamiser le développement. Et que ce qu'il faut, ce qu'il y a, c'est une culture, c'est une volonté politique
et surtout une qualité ou un engouement épargné pour investir et non pas consommer comme on le voit dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ça ce que vous dites? Effectivement, je dis que la part de l'épargne est importante dans le saut asiatique. Oui. Donc c'est des populations très économes, donc très productives et très économes. À la fois, les deux à la fois. Effectivement. Et on n'est pas en train de dire que les Africains ne sont pas travailleurs, ils le sont. Ils le sont. Mais on est en train de dire que le sens de l'épargne est plus développé chez nos camarades asiatiques que chez nous. Et l'autre aspect qui est fondamental, c'est le fait que les pays, quel que soit le niveau de démocratie ou non, ont consenti à travailler ensemble, à créer une vraie union, pas une union sur le papier, mais une union concrète. Donc en éliminant les obstacles aux échanges économiques, à l'investissement, au commerce. Donc ils ont créé une communauté prospère. Et quelque part, peut-être c'est ce que nous n'avons pas aussi. Ils ont eu un différentiel de développement entre par exemple le Japon et les autres. Le Japon a été pendant longtemps la locomotive qui a entraîné les autres wagons, la Corée du Sud. Ma question complémentaire qui rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire, malgré tout, il y a quelques postes de croissance ou quelques secteurs de croissance. Dans ce contexte que vous venez de décrire, il y a quand même des opportunités de croissance en Afrique? Vous parlez de l'Afrique? Oui. Effectivement, l'Afrique a beaucoup d'opportunités de croissance. D'ailleurs, elle l'avait en 1960. Elle les a toujours. A toujours eu des opportunités de croissance. L'Afrique a toujours été un continent d'avenir. Mais ce qui manque, c'est la transformation. Vous voulez qu'elle devienne un peu plus un continent du présent? Je veux en fait que l'Afrique transforme ses opportunités. Aujourd'hui. Voilà, ça veut dire qu'elle les transforme en réalité concrète pour ces populations. Parce qu'on a beau dire que nous sommes le premier pays par la bauxite, pour la Guinée par exemple, mais si 40% des Guinéens gagnent moins de $1 par jour, à quoi sert cette bauxite? On a beau dire que le cobalt, 70% vient de la RDC, mais à quoi sert-il si on ne fabrique même pas de batteries, on ne fabrique pas de voitures électriques? Les composantes, on n'a même pas de laboratoire pour les analyser. On a beau dire que, par exemple, que le Nigeria est le 6e producteur de l'or noir au monde, 6e, 8e, mais à quoi sert-il aux Nigérians s'ils doivent passer des heures et des heures dans des fils pour espérer avoir un carburant à la pompe? Parce que l'absence de raffinerie pendant longtemps a été l'élément qui a nourri le paradoxe nigérien, un pays extrêmement riche par le pétrole brut, mais qui n'a pas de pétrole light. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il faudrait que nos opportunités soient transformées de manière concrète. Sinon, la richesse ne sert absolument à rien. Elle est virtuelle. Et l'économie de transition avec le numérique, avec tout ce dont on parle aujourd'hui, vous pensez que c'est aussi des pôles ou des domaines d'opportunité pour l'Afrique? Fondamentalement, cette économie est l'avenir. Parce que vous voyez, par exemple, le Nigeria avait fait un travail de rebasage de son PIB en 2013 et c'est à la suite de ce travail qu'ils ont dépassé l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours minoré la partie de l'industrie créative, les loisirs, la culture, le cinéma. Et là, ils se retrouvent à dire que cette industrie représente la plus grande partie même de leur PIB. Donc, vous dites que le Nigeria a reconstruit les éléments pris en compte dans son PIB.
Effectivement, ils ont aujourd'hui reconsidéré le poids des industries de loisirs et de la culture dans leur PIB et ils ont découvert que cette partie est une composante essentielle et qui porte en elle beaucoup de perspectives en matière de création d'emplois pour le futur. On parle de quoi? De la musique, des films, industries créatives de manière générale. Et bien évidemment, la musique, les contenus numériques, d'une manière générale, donc représentent des atouts pour nous, pays africains. Nous sommes quand même 1,4 milliard. Si vous avez, plus vous aurez donc ces infrastructures dont on parlait tantôt, cette connectivité, et plus vous aurez donc l'explosion de la créativité africaine. Donc maintenant, pourvu qu'il y ait de l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est d'abord que les pays fassent très attention à ne pas tirer la poule aux œufs d'or, encourager les startups à poursuivre leur élan, sans les surtaxer comme le Kenya a essayé de le faire. Encourager, oui, le Kenya a essayé de surtaxer tout ce qui est digital, M-Pesa, paiement numérique et tout, en disant que voilà, nous sommes dans des moments difficiles, on veut lever plus d'impôts et cette partie-là, on doit aller piocher. Or, c'est des petites PME, c'est des petites micro-PME, mais c'est l'économie sociale, populaire et inclusive qui fait que l'auto-emploi dont on parle, qui constitue la première source d'emploi en Afrique, se nourrit de ça. Donc il faudrait que l'État accompagne cette partie-là, le monde des services numériques, par une imposition raisonnable, compétitive, raisonnable, avec des perspectives d'ouverture sur le reste du monde, le reste de l'Afrique. Donc au lieu d'essayer de couper l'herbe sous le pied. Et surtout, moi je vois en Afrique aujourd'hui, il m'arrive de temps en temps d'aller dans différents pays, le coût d'accès au réseau Internet est rédhibitoire pour faire des développements de services numériques et les distribuer de façon, je dirais, rentable. Effectivement, alors le coût d'accès est cher parce que les sociétés de communication pourront vous le dire, il y a différentes taxes et parafiscalité qui s'appliquent au secteur. Deuxièmement, même le débit est trop faible comparé au reste du monde. Donc ce qui fait que le créateur africain, le producteur de contenu, il subit un apartheid numérique. Du fait de nos États, du fait aussi que la surveillance des sociétés de télécommunications, du respect de leur cahier de charges n'est pas assurée par les agences de réglementation des télécoms. Donc on se retrouve encore à créer nous-mêmes une sorte de déclassement de l'Afrique sur le plan numérique. Voilà. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. On va aborder maintenant, on va revenir un peu sur votre média et sur les médias de façon globale. Tout à fait. Vous avez une plateforme digitale, Tout à fait. Mais pas que. Est-ce que vous avez aussi une presse économique écrite dans votre pôle de médias? Oui, Financial Afrique, c'est une plateforme multimédia. D'accord. Qui a un journal qui est éponyme, qui a un site internet en anglais et en français, et puis avec des relais sur les réseaux sociaux. Alors, quel est votre, j'utilise un peu le mot un peu fort, votre responsabilité dans la diffusion de l'information financière sur le continent? C'est une lourde responsabilité parce que, vous savez, en finance, l'information fait la valeur. Toute action cotée, toute obligation, tout titre de la dette porte en lui des espérances de rendement, de paiement d'intérêts, de paiement du principal, des échéances. Donc si vous venez, vous publiez une information relative à ces titres ou à ces obligations, souvent vous les impactez à la hausse ou à la baisse. Donc c'est pourquoi nous ne pouvons qu'essayer d'écrire
et de relayer des informations qui sont vraies. Ma question, elle n'est pas anodine, vous imaginez bien. La plupart des États vont se financer sur le marché des capitaux régionaux, qui est un marché unique, en gros, de capitaux. Ils émettent des bonds et ils appellent à l'épargne populaire. Et on a un peu l'impression que trouver des informations sur la crédibilité des États en matière de finances, en capacité de remboursement, c'est quand même pas encore la grande panacée dans la région. Tout à fait, vous avez raison. Il y a très peu de presse financière en Afrique. Il y a très peu même d'informations financières. Bien que les sociétés, par exemple, qui sont cotées en bourse, soient soumises à une certaine obligation de publication des résultats et des événements importants de publication sur le marché. Et bien que, d'un autre côté aussi, les émetteurs de dette soient obligés de publier un avis. Tous ces avis, toutes ces informations sont publiées. Maintenant, c'est peut-être la vulgarisation auprès du grand public qui fait défaut. Les acteurs ont accès à ces informations très techniques, mais les populations n'y ont pas forcément accès en temps réel ou bien en temps requis, en tout cas pour fonder une décision d'investissement ou de vente. Et en même temps, le marché, les acteurs du marché ne font pas beaucoup d'efforts pour vulgariser justement ces opérations, pour essayer de sensibiliser par exemple les populations africaines sur l'importance d'investir en bourse plutôt que de seulement investir dans la pierre, parce que l'Africain en général, il pense que l'investissement le plus sécurisé, c'est plutôt le foncier et l'immobilier. Mais c'est peut-être parce qu'on ne lui a pas expliqué qu'un investissement boursier peut être encore plus sécurisant et plus rentable que l'investissement immobilier. Ça, il y a un vrai chantier sur cette transparence qui incombe quand même aux médias comme les vôtres. Et je suis heureux que vous ayez abordé ce sujet parce que on voit bien que c'est une vraie lacune aujourd'hui, une vraie difficulté quand on veut investir sur les marchés africains, d'aller trouver l'information fiable sur les émissions, sur la qualité des émissions. Et on se réfère souvent à des notations venant plutôt de l'extérieur du continent qui ne prennent pas forcément en compte les réalités parce qu'elles sont surpondérées avec des risques qui ne sont pas forcément bien évalués ou surévalués au niveau du risque. Oui, vous avez raison. Vous savez que les agences de notation africaines qui existent, elles ont quelque chose, un facteur supplémentaire que les autres agences de notation, les agences internationales n'ont pas. Elles notent souvent en monnaie locale. Donc, elles ne font pas supporter au pays noté le différentiel de change. Ah oui, ce qui est très important. Voilà. Donc, si une agence, par exemple, comme Bloomfield Investment Corporation, qui est basée en Côte d'Ivoire, note un actif africain, il le note dans sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire il le note dans l'évolution de sa trésorerie par rapport à ses échéances futures de remboursement. Donc, c'est une note qui est beaucoup plus proche de la réalité. Absolument. Parce qu'elle note l'actif dans sa capacité à générer des revenus et non rembourser et sans rajouter en plus le risque de change, les problèmes géopolitiques et compagnie qui peuvent complètement dénaturer l'analyse. Tout à fait. Et les agences internationales prennent en compte ce risque de change. Elles n'ont pas tort. Elles n'ont pas tort. Elles n'ont pas tort. Non, pas du tout. Si les emprunteurs sont hors de la zone, c'est normal. Effectivement, les orientations ne sont pas les mêmes. Une agence comme Moody's, c'est une agence qui accompagne les bailleurs de fonds américains. Absolument. Oui, oui. Elle se passerait bien de nos supputations, de nos états d'âme. Nous ne sommes pas concernés. Et ils ont raison. Elle a des Elle a raison.
Et elle a raison. Des clients qui sont américains, Oui. britanniques ou bien occidentaux qui disent voilà, nous avons prêté à la Namibie tant d'argent, on aimerait bien savoir et évaluer sa capacité de remboursement. Absolument. Donc ce n'est pas un scandale que cette agence dise que effectivement la Namibie est un beau pays. Tout se passe bien, seulement sa capacité de rembourser en devise. Oui, en devise. Parce que n'oubliez pas que les remboursements se font en devise. Oui. Et pas en CFA. Donc, sa capacité de remboursement en devise est plutôt faible. Parce que les devises, ce n'est pas la monnaie locale, malheureusement. Les devises, c'est ce que les importations, plutôt ce que les exportations génèrent. En plus, les investissements directs étrangers, qui sont de plus en plus rares, le transfert de la diaspora, qu'on devrait saluer, puisque la diaspora contribue beaucoup à équilibrer nos balances de paiement. Absolument. Donc, ce sont tous ces agrégats qui sont réunis pour pouvoir dire que ce pays dispose d'une capacité de remboursement. Et à ces agrégats, il faut retrancher les besoins en importation des matières transformées, des produits alimentaires, des produits de base. Si la badure que l'Afrique dépense par an 40 milliards de dollars, on voit bien qu'il reste très peu. Le matelas est très très mince. Donc ce qui fait que souvent nous sommes très mal notés par ces agences, par Moody's, par Standard & Poor's, par Fitch. Mais ce n'est pas un scandale, encore une fois. On devrait juste dire, mais comment faire pour justement transformer exactement notre balance commerciale, pour faire en sorte qu'on produise localement nos besoins, pour qu'on ait plus de devises. Et deuxièmement, pour faire en sorte qu'on augmente nos exportations, qu'on diminue nos importations de produits alimentaires pour un continent qui compte autant de gens, autant de ressources en terre arabe. C'est quand même paradoxal. D'importer autant. D'importer autant, de vivre. Et de vivre. Merci. Merci d'avoir fait ce plaidoyer pour des agences de notation qui font leur rating plutôt en monnaie locale. Pour vulgariser l'information auprès des populations, ça c'est le rôle des pouvoirs publics. Il faut que les pouvoirs publics travaillent à rendre obligatoire la transmission de cette information au grand public. Et ils essaient de le faire à travers des obligations légales qui sont assignées aux entreprises ou bien aux émetteurs de titres ou bien aux sociétés cotées, mais il faudrait faire plus et essayer de vulgariser en encourageant les médias aussi à s'intéresser à la chose financière. C'était ma question. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès. Si un jeune aujourd'hui veut se lancer dans l'information financière, qu'est-ce que vous conseillerez comme parcours, comme tirant expérience de ce que vous avez aujourd'hui comme background? Alors, moi je dirais qu'aujourd'hui, en 2024, si on voit qu'un jeune veut créer un média, il devrait le faire à partir de la réalité des médias d'aujourd'hui. Il y a une révolution extraordinaire qui touche les médias. C'est le canal de distribution. Il est en train d'exploser. C'est-à-dire la production de l'information incombe aux médias, mais la distribution de l'information vers le client, ce canal-là, il a complètement changé. Il passe par les réseaux sociaux et vous en êtes le symbole à travers votre code QR que vous nous avez présenté et qui constitue vraiment un résumé de beaucoup de progrès. Et il y a aussi une révolution au niveau de la production. Et c'est là où je me dis que l'intelligence artificielle, ChatGPT, BAR et autres font que
un média qui se conçoit aujourd'hui doit prendre en compte l'état de la technologie pour faire une production de qualité, mais à moindre coût. Parce qu'on est constamment poussé, si en tout cas on a une vision entrepreneuriale, à réduire ses coûts et avoir un canal de distribution révolutionnaire en épousant l'agilité des réseaux sociaux, leur multiplication et le fait que certains de ces réseaux peuvent atteindre des populations, des cibles beaucoup plus jeunes, donc plus importantes. Je parle de TikTok par exemple. Donc ce sont là autant d'éléments à prendre en compte dans l'équation d'un nouveau média. Merci infiniment, Monsieur Adam Awad, de nous avoir accordé cette interview. Très clairement, je vous dis, elle fera date sur notre média parce que vous avez abordé des sujets qui sont souvent pas traités ou qui sont mal traités du point de vue des acteurs économiques et même des médias qui ne s'apesantissent pas autant sur la spécificité de la région ouest africaine. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Adam Awad. Bon vent à votre média qui symbolise justement la nouveauté, la révolution et comment on appelle ça, le saut de grenouille qui est cher à certains théoriciens. Merci beaucoup. Merci. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.